drapeau tricolore, défilé, anciens combattants. Tous les 8 mai, la France célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. De l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, ce jour de gloire est un jour de deuil. À Sétif, le 8 mai 1945, pour avoir demandé l'indépendance de son pays, la population algérienne va subir une violente répression. Conduite par l'armée française, elle fera des milliers de victimes. Point de non-retour, blessure irréparable, cet autre 8 mai 1945 débouchera 9 ans plus tard sur la guerre d'Algérie. Tirailleurs, d'abord, spahis, recrutés en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et bien sûr en Algérie, les indigènes constituent le quart des troupes françaises engagées dans la libération de la métropole. Frères d'armes sur les champs de bataille, les Algériens restent des Français de seconde zone en Algérie. Ils sont privés de droits sociaux, juridiques et politiques. Ils représentent environ 90% de la population et n'ont pas le droit de vote. Avec la fin de la guerre, ces inégalités sont de moins en moins acceptées. La population algérienne pense à ce moment-là, comme d'ailleurs beaucoup en Indochine, beaucoup à Madagascar, beaucoup en Afrique noire, au Sénégal par exemple, au Maroc, que le temps des colonies est terminé, que s'ouvre une nouvelle période, qu'après avoir battu l'Allemagne, aux côtés des Français, de s'être engagé en tant que soldat dans l'armée française, d'avoir contribué à libérer cette Europe du joug raciste et fasciste, il va y avoir une sorte de reconnaissance de ce sacrifice du sang donné pour la métropole. Il y a une sorte de volonté populaire à rentrer, à ouvrir un nouveau chemin vers l'indépendance à ce moment-là, ou du moins à sortir du joug colonial d'avant-guerre. Ce vent d'espoir qui souffle sur les colonies est encouragé par un climat international favorable aux revendications nationalistes. En mars 1945, 7 pays arabes sous mandat britannique créent au Caire la Ligue des États arabes et revendiquent leur indépendance. Un mois plus tard, les Alliés se réunissent à San Francisco. Ils s'engagent à tenir compte des aspirations des populations et à les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera inscrit dans la Charte des Nations Unies. You members of this conference are to be the architects of a better world. In your hands rests our future. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. En Algérie, depuis la guerre, les mouvements nationalistes ont infiltré toutes les couches de la population arabe. Dans les mosquées, les religieux, les oulémas prêchent « L'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays, l'islam est ma religion ». Dans les villes, les citadins ont rejoint les AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté, qui réclament l'égalité des droits entre Français et Algériens. À leur tête, Ferhat Abbas. Dans les campagnes, le parti le plus radical est le Parti du peuple algérien. Interdit depuis 1939, il a basculé dans la clandestinité. Son leader Messali Hadj revendique l'indépendance totale de l'Algérie. En avril 1945, il est emprisonné par les autorités françaises. Pour la France, qui tire sa puissance de son empire colonial, il n'est pas question de céder aux revendications nationalistes. Le général de Gaulle le réaffirme dès 1944, « Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous glisse entre les doigts pendant que nous libérons l'Europe ». Mais les nationalistes algériens sont déterminés à faire entendre leur voix. Le 1er mai 1945, des membres du PPA manifestent dans toute l'Algérie pour demander la libération de leur chef, Messali Hadj. Redoutant des troubles pendant les célébrations de la victoire, prévues le 8 mai, le général Henri Martin, chef de l'armée en Afrique du Nord, opère des manœuvres à quelques kilomètres de Sétif, dans le Constantinois, le berceau du nationalisme algérien. Dans ce contexte agité, un peu partout en Algérie,
Français et Algériens s'apprêtent à célébrer la victoire des Alliés. Du côté des dirigeants du PPA, le 8 mai est l'occasion de faire progresser à nouveau la cause qu'ils défendent. Étant donné qu'il y aura ici la présence des alliés, des armées alliées, des officiels, de la presse internationale, il faut marquer un grand coup. Et nous allons défiler le jour de la victoire pour faire de ce jour de la victoire notre victoire, celle du peuple algérien. Comment donner un éclat à cette manifestation? Il y aura des banderoles, d'accord, il y aura tout. Mais tout cela, c'est tellement commun, tellement ordinaire. Eh bien, que cela tienne. On prend du vert, du blanc et du rouge, et puis on se fait un drapeau. Je me suis permis de faire quelques esquisses. La majorité s'est déclarée pour celui-là, l'actuel. On a donné cet exemplaire à Saïd Amrani, responsable à ce moment-là de l'organisation du PPA, de diffuser à travers toute l'Algérie le modèle de drapeau à confectionner. À Sétif, le 8 mai 1945 est un jour de marché. Une ambiance joyeuse règne comme partout ailleurs. La ville était pavoisée, ça allait ressembler à une kermesse puisque tout le monde affluait par groupe vers l'avenue Clémenceau où là devaient se trouver des manifestations en l'honneur de cette fin de guerre. Les gens étaient détendus, ils étaient heureux. Du côté des Algériens, on se prépare à défiler. Si la manifestation est autorisée, elle est toutefois placée sous haute surveillance. Interdiction formelle de lui donner d'autres couleurs que celle de la victoire. Vers 7h, 7h30, les gens ont commencé à se rassembler ici, auprès de la mosquée. On était devant la porte, les gens venaient, il y avait la police a exigé que tous ceux qui doivent participer à la marche doivent être débarrassés de leurs couteaux, de leurs matraques, de leurs bâtons, de ceci. Les responsables de l'organisation ont ramené les drapeaux des Alliés. Le drapeau algérien était tout petit et on l'avait placé au milieu. Il y avait un monde fou, moi je vous disais pas, je ne peux pas exactement vous dire, mais quand j'ai réfléchi, je disais pas, il n'y avait pas 5000, il y avait plus, il y avait peut-être 10 000. On s'est mis en route. Il y avait les porteurs de drapeaux et d'autres tenaient des banderoles où on pouvait lire « Libérez Messali, l'Algérie libre ». Moi, je me trouvais à ce moment-là devant le café Répiton. Je regardais un groupe de jeunes qui, assis dans leur fauteuil en osier, jouaient du violon et chantaient la joie de la libération. Arrivé au carrefour, la voiture de la BMPJ, qui avait à sa tête le commissaire Olivieri et 4 autres agents, tous européens, sont descendus, ont laissé passer les scouts, sont descendus armes au poing. Et ils s'élancent vers les porte-drapeaux. Ils étaient deux. Ils m'ont tout de suite attrapé. Ils m'ont empoigné pour m'enlever le drapeau. Et un jeune homme me l'a arraché des mains. Que Dieu ait son âme. Il s'est enfui avec le drapeau. Ils lui ont tiré dessus juste devant le Café de France. Après le coup de feu, immédiatement, c'était la fusillade. De tous les côtés, des balcons de tous les côtés. Quand ils ont tué le porte-drapeau, cela nous a rendus fous. Et on s'est mis à frapper les Français que l'on rencontrait. On entendait les fauteuils se briser, les guéridons voler, et puis ce bruit, ces cris, cette haine qui se manifestait de la part des Arabes qui refluaient. C'est à ce moment-là que je vois des Français ensanglantés, assis ou gisant par terre, effarés, apeurés. On se demandait ce qui nous arrivait. Et puis brusquement, le silence. À 13h, policiers et gendarmes ont repris le contrôle de la situation. Les manifestants algériens quittent la ville dans la précipitation, emmenant avec eux les blessés et les morts.
la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le